Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à notre invité Georges-Marc Benamou. Bonjour, journaliste, écrivain, producteur. Et on est ravis de vous recevoir ce matin pour la série événement de France 2, La Peste. On se disait hors antenne que vous aviez une grosse concurrence en face de vous. C'était quand lundi soir, on avait le lycée Toulouse-Lautrec. Avec le lycée Toulouse-Lautrec qui avait cartonné. Vous êtes arrivé en tête des audiences avec cette série, La Peste. C'était pas gagné parce que c'est du costaud. C'est une série exigeante, adaptée librement du roman d'Albert Camus. On va en parler avec vous. Vous étiez surpris, vous aussi, de l'audience que vous avez réalisée ? Oui, très heureux. On s'est dit que les gens seraient peut-être rebutés par un trop grand livre, par le retour des rats, par le confinement dont on n'a peut-être plus envie de parler. Mais on a eu un très gros public auquel on s'attendait pas, et on est très heureux parce que c'est un film plein d'humanité avec des acteurs et des actrices formidable, absolument vraiment formidable. Ouais. Et c'est une vraie série télé grand public. Je veux dire, moi j'y tenais, parce que la culture elle n'est pas réservée aux élites. Moi j'adore la culture populaire, et c'est ce qu'on voulait faire avec Gilles Torrent, Antoine Garceau, Frédéric Pirot, etc. Vous allez nous raconter cette aventure dans un instant. Moi j'ai lu une interview de Catherine Camus que j'ai trouvé formidable. Ça a l'air d'être une personnalité, la fille d'Albert Camus, assez tonique, on va dire ça comme ça. Avec de la poigne. Voilà. Et elle adore la série, comme vous l'avez. Oui, absolument. Et on en est très heureux. Parce que c'est quelqu'un de... C'est plus que la simple héritière d'Albert Camus. C'est vraiment une passeuse qui, depuis... Oui, elle a consacré sa vie. Oui. Elle a vraiment passé l'œuvre de Camus. Et c'est quelqu'un de magnifique et de généreux. C'est la fille de son père. Si France Télévisions va la vendre à l'étranger ? Écoutez, oui, on a des propositions pour l'instant. Enfin, d'abord, c'est une coproduction avec la Belgique. Et je pense que ça va, effectivement, le succès va attirer l'étranger, oui. Bien sûr. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est le raz-de-marée des votes pour Donald Trump, Valérie, et son Super Tuesday. Il était très content hier. Et hier, France Télévisions a rencontré les électeurs de Trump. Et vous allez voir, ils étaient alors au-delà de la joie. La présidentielle, le 5 novembre, sera le jour le plus important dans l'histoire de notre pays. Donald Trump fait très largement la course en tête. Un soulagement pour ses électeurs dans le Massachusetts. Regardez, lors de son premier mandat, meilleure économie de l'histoire du pays, le taux de chômage le plus bas de l'histoire, la frontière la plus sûre que le pays n'ait jamais connue. Trump a déjà été président et il a fait un super travail. Peut-être que les gens n'aiment pas toujours sa personnalité, mais tout ce qu'il a promis, il l'a fait, lui. On se rend pas compte en Europe l'amour des Américains pour Trump. A contrario, un grand publicitaire dont je ne vais pas citer le nom, je ne veux pas le gêner, m'expliquait tout simplement que concernant les États-Unis, pour expliquer le succès de Trump, et parlant de Biden, il disait tout simplement la chose suivante, c'est que concernant Biden, l'actuel président, son constat c'est qu'il était difficile de faire voter pour une momie. Donc ça explique aussi la popularité de Trump. C'est quand même hallucinant que ce système produise deux papis qui vont se présenter à l'élection. Deux papis, une momie et un excité. Voilà, non, mais c'est... Est-ce que ça a été un bon président, Trump ? Puisqu'on entend les Américains dire... Je ne suis pas assez américain, et je pense qu'on est à l'ère des... On aime les idées fortes, on aime les gueulards, etc. Je pense que, sauf sur la question de l'immigration, visiblement, il a pas pris les bonnes décisions au bon moment, où il s'est fait balader plus tard par les Républicains. Il a été plutôt un bon président. L'économie marche bien. L'économie marche bien. La gestion de l'Ukraine, quoi qu'on pense, elle a été pas si inintéressante, mais on n'est plus à l'ère des nuances, voilà, et je crois qu'il paye son physique, parce que par ailleurs, il paye deux choses. Il paye son aile d'extrême gauche totalement dingue, c'est-à-dire il y a une création d'une sorte de gauchisme woke au sein du Parti démocrate, et il paye le fait qu'il soit physiquement une momie. Par ailleurs, il a mis en place des équipes formidables, des jeunes gens, des jeunes démocrates, etc. Mais le show, Trump écrase tout pour l'instant. Oui, puis ce qu'il joue, ce
qu'on a pu lire aussi, c'est les jeunes qui soutiennent la Palestine et qui avant votaient pour Trump. Oui, c'est comme on peut tout à fait se mobiliser pour la Palestine, encore que les slogans importent. On peut soutenir le sort des Palestiniens, et on peut crier comme les abrutis de la rivière à la mer, ce qui signifie la destruction de l'État d'Israël. Mais c'est un peu comme à Sciences Po, je veux dire à Paris, c'est-à-dire que c'est quand même une poignée de gueulards qui bloquent l'entrée et qui attirent les caméras et les micros, qui sont trop cons parfois de répercuter ça. Donc il y a une prise de pouvoir par les activistes, même s'ils sont minoritaires. Donc oui, ça existe aux États-Unis, ça existe un peu en France. Il faut remettre les choses à leur place, et parfois que les démocrates ouvrent leur gueule contre ces petits totalitaires. Émouvante Masha Merrill, hier invitée de C'est à vous, elle a révélé son avortement clandestin, elle avait à peine 17 ans. Je suis une des victimes de cette époque-là. Je crois que presque toutes les femmes de mon âge ont subi un avortement dans leur jeunesse. Parce que c'était pas autorisé, parce qu'on allait aller en Suisse ou en Belgique. Quelquefois, on se faisait charcuter, ça a été mon cas. Et moi, j'ai payé un prix très cher parce que je suis devenue stérile à cause de ça. Mais je le dis aujourd'hui avec comme ça un peu de sérénité, parce que j'ai connu d'autres choses. J'ai eu des relations avec des hommes formidables. Mais j'aurais voulu être mère. Et c'est une des choses qui me manque et qui me manquera toujours. C'est touchant, hein? Oui, quand on connaît un peu Masha Merrill, c'est bouleversant même. Oui, elle est bouleversante elle est très honnête dans ce qu'elle dit. Je ne sais pas si vous avez lu son interview ce matin dans Le Parisien, où elle parle des réalisateurs, du mouvement MeToo au cinéma, et elle évoque François Truffaut. Cette espèce d'icône intouchable, où elle dit, mais c'était pas quelqu'un de blanc-bleu, et moi j'en ai été la victime. Ah bon? Ah ouais. Ah oui, ça vous laisse sans voix aussi. J'ai trouvé que c'était s'attaquer à François Truffaut, dire cela aujourd'hui, c'est assez cool. Elle en dit pas plus. Elle dit qu'elle a été victime de lui. Qu'il a eu des agissements quand elle était jeune comédienne, que c'était un règlement de compte. Il a voulu piquer à Godard, ils étaient en rivalité, sa comédienne, qui était Masha Merrill à une époque, et qu'il s'est pas très bien comporté, mais elle ne va pas plus loin dans l'explication. Mais en tout cas, elle s'attaque à l'icône qu'est François Truffaut. En tout cas, son témoignage est bouleversant, oui, là, comme pour, sur l'avortement, pour bien tant sûr. de femmes probablement de cette génération. Georges, Marc, Valérie, je ne sais pas quoi penser de cette séquence hier dans Touche pas à mon poste. Ils ont reçu Stan. Alors Stan a fait du homejacking de stars, ce qui est devenu très à la mode. C'est fort d'avoir évidemment ce témoignage. À noter que... Non, c'est pas fort. Valérie, laissez-moi finir. Il faut dire qu'ils ont battu leur record d'audience. Voilà pourquoi j'ai pris le son. 2,17 millions téléspectateurs. C'est le deuxième score plus fort pour Touche pas à mon poste, pour C8. Finalement, c'est au public de juger. Hier, il a bien fait comprendre qu'aucune star, vous réagirez après Valérie, qu'aucune star n'était à l'abri de leur adresse s'achète, les adresses de stars s'achètent. La vraie question, c'est est-ce que c'est légal, au fond, ça? Je veux dire, moi, j'ai un passé de juriste. Est-ce qu'on a le droit, outre le côté moral, parce qu'à ce moment-là, vous faites venir Göring et 3SS, et vous faites parler, vous faites 5 millions, je fais l'audimat, hein. Mais est-ce qu'on peut faire venir... Pas dire des choses comme ça. Non, mais je veux dire, comparaison n'est pas raison, enfin... Vous pouvez pas dire, parce qu'on fait de l'audience, on donne la parole à tout le monde. Ça me met dans une colère noire, moi. Mais oui, est-ce qu'on a le droit juridiquement on nulle part aussi. Non, mais juridiquement, mais non plus, Göring non plus. Mais c'est facile de faire le. Non, mais est-ce qu'on a le droit de faire venir des délinquants c'est un point qu'il faudrait regarder, non pas sur le plan de la déontologie, mais du juridique, parce que c'est pas terrible. Hein. Alors vous pouvez l'écouter, il s'appelle Stan. Les footballeurs, on avait quoi? On regardait les selfies qu'ils faisaient, hop, on avait leur adresse, on attendait qu'ils aillent faire un match de foot et on allait chez eux cambriolage, sans violence, sans rien. Au jour d'aujourd'hui, maintenant tout le monde a mis des systèmes d'alarme de fou. Hop, aujourd'hui les gens ils sont parés, donc qu'est-ce qui se passe? Bah hop, ils utilisent les mêmes méthodes avec ces logiciels de reconnaissance ou avec les données GPS. Enfin, c'est même pire aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, moi aujourd'hui en 15 minutes, là, tous les gens qui sont autour de la table, je peux avoir votre adresse en 15 minutes, j'en mets ma main coupée. Bien sûr. Voilà, la moitié qui sont en vente sur des groupes Telegram, la moitié, même le 3/4, et l'autre moitié, je les trouve comme ça. Et puis c'est tout. Donc, du coup, bah forcément, vos adresses, faut oublier, faut se protéger différemment. Vos adresses, elles sont déjà en ligne. Qu'est-ce que vous pensez de la télé d'aujourd'hui, justement?
Bon, Vous la regardez ? C'est pas la télé d'aujourd'hui. Moi, je trouve que par Hanouna a un talent fou. Alors, il est plus ou moins positionné. Bien, moi, ça m'intéresse pas, ce genre de sujet. Ça fait 2 millions, en effet. Et puis, la télé, elle est très plurielle. Il y a plein de choses qui se passent, et heureusement. Et chacun peut choisir, mais Cette séquence vous choque, Valérie ? Oui, moi, ça me choque. Un peu comme Georges-Marc Benamou d'inviter un délinquant. Je pense que légalement, il doit avoir le droit, mais bon. Ouais. Il faudrait regarder ça après. Il y a eu plein de grands voleurs qui ont été interviewés par Knobel Peace. Enfin, il y a eu plein de gens. C'est un peu différent. À la limite, on va interviewer. Un journaliste avait retrouvé Mesrine, que tout le monde cherchait. Exactement. C'est une interview journalistique. C'est Mesrine. Vous auriez pas aimé interviewer Mesrine Absolument. sur sa vie, Journalistiquement, ça peut avoir un intérêt. Mais il y a une contradiction, etc. Là, vous avez un type probablement, je sais pas s'il est à visage découvert ou pas. Il avait une tenue de ski. Une tenue de ski. Non, c'est autre chose de faire du journalisme de faits divers, d'enquêter, etc., que de passer le micro à quelqu'un qui fait de la pub pour son métier, quoi. Si on peut appeler ça un métier. Alors, on va rester dans le banditisme. On quitte le grand banditisme pour le petit banditisme avec Patrick Balkany, qui joue. Alors, évidemment, je traite il joue pas dans la série La Peste. Hein. Non, il joue pas dans la série La Peste. Non, il joue un parrain de la mafia. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu ça? Il joue un parrain dans la mafia dans un clip d'Arnaud Santamaria, qui est né dans sa bonne ville de Levallois-Perret. Ceci explique cela. Et donc, à un moment, la chanson s'arrête et de dos apparaît Patrick Balkany. Messieurs, bonjour. Alors, vous n'allez pas vous battre. Vous croyez que la vie est blanche ou noire? Eh bien, détrompez-vous. La vie, c'est blanc et noir. Belle philosophie. Hein. Il a une bonne diction, en tout cas. Non. Mais il a dit qu'il voulait être intermittent du spectacle. Donc, ça améliorera les 4 000 € qui leur suffisent pas pour vivre. Absolument. Il a écrit Vladimir Ilitch de Michel Sardou, composé les génériques d'Arsène Lupin, c'est le plus grand des voleurs qu'a chanté Jacques Dutronc, ou encore la musique de Champs-Élysées avec Jean-Claude Petit. Mais le compositeur Jean-Pierre Bouter, qui nous a quittés à 82 ans, était évidemment connu pour avoir composé les plus grands succès de Claude François. C'est à vous hier à présenter un medley de ses chansons. Je vous mets un peu de Claude François pour vous mettre en joie tout ce jeudi. Alexandra, Alexandrie. Ah, il a fait tout ça, le mec. Vous allez entendre. À la maison, il y a le printemps qui chante Magnolia. Quand même. Il a assuré le mec. C'était énorme. Et son nom, redites son nom parce qu'il était. Jean-Pierre Bouter. Voilà. Et c'est la musique. Ah oui, il a fait un nombre de chansons absolument incroyable. On se retrouve dans un instant pour parler de La Peste, formidable série à découvrir si vous ne l'avez pas vue sur France 2. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Georges-Marc Benamou, écrivain, journaliste, producteur. C'est vous qui produisez cette série La Peste, adaptée du roman d'Albert Camus. C'est un carton d'audience, hein, on peut le dire. Ceux qui ne l'ont pas vu, on peut leur raconter que ce roman est adapté à notre époque. Donc c'est ce choix que vous avez fait. Quand est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée ? Comment s'est monté le projet ? Ça s'est monté après un documentaire que j'avais fait sur qui s'appelle Les vies d'Albert Camus, qui va être rediffusé, qui était un portrait qui avait eu beaucoup de succès, qui avait ému les gens, peut-être comme si on redécouvrait qu'en fait le grand intellectuel du siècle dernier c'était Camus et pas Jean-Paul Sartre qui conseillait de tuer les pieds noirs pour plein de raisons. Enfin, vous connaissez le débat sur le colonialisme et les horreurs du XXe siècle soutenu par plein d'intellectuels. Enfin, celui qui s'est pas trompé, celui qui est resté dans l'humain, c'était Camus. Et ce livre, c'est une parabole, bien sûr, de la peste. La peste, c'est cette ville, une peste qui a vraiment eu lieu à Oran avant 1940, ou en tout cas une épidémie très grave. Mais c'est aussi la parabole du nazisme, de l'occupation, du vichisme, etc. On n'allait pas reprendre exactement le même message que Camus, même si c'est le totalitarisme qu'il fallait condamner. On a vécu
On a vécu les années Covid, on a voulu situer cette action en 2030, en 2030, dans 6 ans, pour savoir comment ce qui est en germe aujourd'hui pourrait exister. Une société du déni. On ne dit pas la vérité aux citoyens, en tout cas dans un premier temps, parce que on veut sauver la saison estivale et parce que les autorités veulent pas que les citoyens sachent. On est cerné comme les Chinois et comme les Français par la télésurveillance. On sait où vous êtes, on sait ce que vous dites. On est dans une société qui va être de plus en plus Big Brotherisée. On est dans une société où les hôpitaux sont saturés et explosent. Donc il y a déjà des traits de la société dans laquelle on vit qu'on a voulu un peu outrer pour montrer que demain des totalitaires de tout poil pourront prendre le pouvoir et enlever la liberté aux hommes. Regardez en Russie. Ouais. La peste a connu a connu pendant le Covid un succès incroyable. C'est un des livres qui a été le plus vendu pendant le Covid. C'est redevenu Mais est-ce que justement la dimension métaphorique que vous évoquez, les gens l'ont bien compris? C'est-à-dire que c'est ce premier degré immédiatement accessible, celui qui est plus caché est peut-être moins compréhensible. Oui, en tout cas, dans la série, on le comprend mieux peut-être que dans le livre. Oui, écoutez, on a voulu l'éclairer à la lumière des enjeux contemporains. Le problème, c'est qu'effectivement, le problème et le vent qui nous a porté, c'est que c'est redevenu l'un des livres les plus lus au monde, et chacun a son mot à dire, etc. Et ça a été même difficile pour, à un moment donné, Netflix, des producteurs allemands sont venus essayer de nous prendre les droits, etc. On a été heureusement soutenus par Catherine Camus, qui a préféré notre parti pris, notre adaptation. Mais c'est vrai qu'on voit bien quand même dans cette société de la surveillance, du flicage, de la violence. On le découvre quand même dans la série. Vous avez raison. On le découvre aussi. C'est plus évident. Et en face de ça, il y a des saints, laïcs ou pas, qui vont se lever contre les salauds et contre la peste. Oui. Vous, durant le Covid, vous avez trouvé qu'on avait enlevé beaucoup de liberté aux Français? Et je suis pas du tout. On pensait que globalement, la crise en Europe a été bien gérée. Si on prend la fin, on a eu finalement des vaccins et pas des vaccins pourris. Le premier confinement était probablement nécessaire, mais je trouve quand même, souvenons-nous de la société dans laquelle on devait rentrer à 17h30. On a tous oublié. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de rentrer des autorisations à 17h? Non, vous prenez la responsabilité. Vous signez. On devait changer d'autorisation plusieurs fois par jour. Donc on a obtenu, au début pour des bonnes raisons, des choses incroyables dans la cession de nos libertés. Et on voit comment la Boétie l'a dit il y a plusieurs siècles, c'est la servitude volontaire est assez aisée. C'est ça qui est aussi inquiétant. C'est pas la servitude. Moi, je pense que on nous a pas éduqués à gérer nos peurs. Je pense que la peur est aujourd'hui un ressort qui est utilisé par ceux qui gouvernent dans plusieurs pays. Et la peur, aujourd'hui, on n'a pas appris à des enfants ou à l'éducation à gérer sa peur. Et les politiques profitent en effet, plus ou moins, selon qu'on soit dans une démocratie ou dans un État totalitaire, profitent en effet de l'exploitation de ces peurs. Vous avez raison. Mais qui doit apprendre à gérer les peurs? Vous croyez qu'il faut donner des cours à l'école ou c'est... Non, je sais pas, c'est une question que je me pose. En tout cas, le pouvoir exploite les peurs, en effet, bien sûr. Comment on adapte ce livre, justement, et puis cette dystopie, c'est-à-dire que c'est en 2030, mais vous avez rajouté des personnages féminins en particulier oui, c'est d'abord on se met autour d'une table et on s'arrache les cheveux parce que c'est une fois qu'on a dit ça, il faut adapter. C'est un livre extrêmement difficile à adapter. Et Camus lui-même avait eu du mal avec ce livre qu'il écrit sur plusieurs années, publié en 1947. Il disait, je crois, l'épidémie est l'ennemi de la dramaturgie. C'est vrai qu'une épidémie, ça tue, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc il a fallu, et avec Gilles Torrent, mon complice avec qui nous avions grand scénariste, avec qui nous avions écrit Le Promeneur du Champ de Mars, il y a quelques années, on a effectivement voulu le situer, voulu impliquer les gens en disant ça sert à rien de parler de la peste en 1940 alors qu'on a vécu le Covid. Donc on va se mettre en 2030. Et en 2030, non seulement on pourra impliquer les gens parce que même, comme le téléspectateur, ils sortiront du Covid, si je puis dire, et en même temps pour leur montrer que le Covid, c'est
peanuts, pardon pour ceux qui en ont souffert, par rapport à la peste qui tue une personne sur 2, une personne sur 3, outre la dimension métaphorique, bien sûr, de cette peste-là. Donc vous vous êtes mis autour de la table. Alors, comment on travaille et puis après, à partir du livre bon, écoutez, moi je fais je vais vous répondre, je finis de vous répondre. Et on a découvert une chose, il n'y a pas de femme. Ben oui, chez Camus, il n'y a pas de femme. Enfin, il n'y a que sa mère dans l'étranger. Il y a sa mère et une amoureuse. Sinon, il n'y a pas de femme. Et donc, il a fallu qu'on invente avec Gilles des personnages féminins. En particulier, c'est incarné par Judith Chemla, qui est une formidable voisine pianiste, par Sophia Issaidi, qui est la fiancée du journaliste, qui est une lanceuse d'alerte, une scientifique, qui elle-même va se faire enlever. Moselle Baskou, qui est une jeune ukrainienne aussi. Donc on a créé des personnages de jeunes, des personnages de femmes, qui n'existaient pas, pour donner finalement la réalité de la vie de 2030 dans une ville du sud de la France. Oui. Et je vous propose d'écouter la bande-annonce. Mes chers frères et sœurs, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est d'une gravité exceptionnelle, car un fléau issu de vos péchés est en train de ravager notre ville. Inutile de vous enfuir. Vous voici désormais dans les ténèbres. Et vous savez maintenant que ce mal vient de vous seul. Et ce fléau porte un nom effrayant. La peste. La nouvelle série événement, lundi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ouais. C'est pas Juanita Banana comme bande-annonce. Non, les premières images sont assez, un peu angoissantes. sont assez saisissantes. De ces baigneurs, ça se passe dans le sud de la France. Il fait beau et puis ce rat qui passe. C'est le début. Au fond, c'est qu'est-ce qu'on fait tous face à la peste ? C'est la question que pose Camus. Demain, il arrive ce grand malheur. Est-ce que la peste est un révélateur des salauds, des attentistes, des résistants qu'ils soient. Au début, le père Panou qu'on entend là fait une prêche. Lui, il y croit pas du tout. Non. Lui, il dit la peste, c'est à cause de vous, de vos péchés. Vous allez trop à la plage, vous venez pas assez à la messe. C'est pour ça qu'il y a. Et puis ce père-là, quand il va voir mourir ses ouailles et certaines de ses ouailles, lui-même va évoluer vers un humanisme moins bigot et se rapprocher du docteur Rieu. Et celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas, le docteur Rieu, vont s'unir pour lutter contre la peste. C'est aussi une histoire d'humanisme. Bien sûr, et de montrer qu'il y a des hommes qui, contre l'évidence, enfin pas contre l'évidence, contre la espèce de pensée de déni, sont là pour se battre et avec courage. On va y revenir et on va parler du comédien qui est exceptionnel et qui a été choisi par Catherine Camus, enfin qui a été suggéré par Catherine Camus. On avait parlé, c'était justement tout début de thérapie, Frédéric Pierrot. Et on cherchait, parce que c'est comme Balzac, vous dites qui va faire Rastignac, Rubempré. L'incarnation du fameux docteur Rieu, pour ceux qui connaissent le livre, c'était une sacrée responsabilité. On a fait absolument. Voilà. Et c'est vrai que l'idée d'aller chercher un comédien qui, en tout cas, quand on y a pensé, n'avait pas encore eu le succès de En Thérapie, Frédéric Pierrot, s'est révélé une idée géniale. Et en effet, Catherine Camus n'ont pas l'a choisi, mais elle me l'a suggéré. Et c'était une génialité parce que, en plus, Frédéric Pierrot adore Camus et est un formidable comédien. On y revient dans un instant avec vous, Georges-Marc Benamou. Formidable série, nous dit une auditrice. Les gens ont été au rendez-vous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, on a gardé avec nous Georges-Marc Benamou, journaliste, écrivain, producteur, et vous produisez donc La Peste, série événement sur France 2. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés lundi dernier. Il y a encore 2 semaines. C'est une série en 6 épisodes. 4 épisodes, donc il n'y en aura que 2. Ah, je pensais qu'il y en avait encore 2. Oui, il faut en profiter. Bah oui, il faut en profiter. Il y a le replay qui marche très bien, puisque maintenant, on est plus scotché devant notre télé. Et, vous la regardez, vous, beaucoup, la télé, ou pas ? Oui, beaucoup. Vous regardez quoi ? Écoutez, les infos, les films... Des fois, Sud Radio sur YouTube. Merci pour la pub. Vous qui avez soufflé à l'oreille de Nicolas Sarkozy et de François Mitterrand, comment vous vivez ces nouveaux hommes politiques ?
C'est-à-dire qu'on est dans une ère de communication quand même avec Emmanuel Macron. On a l'impression que les deux autres étaient un petit peu plus subtils, non ? Vous y allez un peu vite quand même. Sarkozy était quand même beaucoup dans la com. C'est vrai. C'est vrai. L'invention des cartes postales qu'on avait élaborées avec Jean-Michel Goudard, cette idée, un événement par jour, je n'étais pas le seul, et Laurent Solier, etc. C'était quand même très présent dès 2006-2007. Sarko, c'est un fils de la pub et Macron, c'est un petit-fils de la pub. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est différent ? Les réseaux sociaux, l'immédiateté. Est-ce que Mitterrand, comment aurait vécu Mitterrand à l'ère de Twitter ? Mais enfin, je pense en effet, pour avoir fréquenté les allées du pouvoir et les coulisses du pouvoir, que la maladie, c'est le sondage ou les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une conviction profonde, on va essayer de savoir ce que veulent les Français, ce qui leur ferait plaisir. Ce qui donne ce côté zapping de la politique, le mauvais en même temps. Ah ben, je vais dire un peu de bien des Juifs et puis un peu de bien des Arabes. Et puis ça fait une politique. Je vais un peu dire sur la Palestine. Je vais dire un peu de bien des amis des Russes. Non, je caricature à l'extrême. Mais cette communication dans l'immédiateté et dans les réseaux sociaux, c'est un manque de conviction. Quand on a des vraies convictions, et par exemple Mitterrand en avait contre la peine de mort, s'il avait écouté les sondages, s'il avait lu les sondages, jamais il aurait proposé cela. Et moi je crois que les Français souffrent de ne pas avoir je veux dire de vrais chefs, de vrais présidents qui les regardent au fond des yeux, comme disait Giscard, et qui leur tiennent des discours de vérité. Mais surtout qu'avant, le pouvoir se faisait en coulisses. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas d'intérêt à défier les Russes comme le fait Macron, mais ça peut se faire en coulisses avec les diplomates. Plutôt sur la ligne François Hollande. On en parle moins et on fait, quoi. Oui, c'est ce que disait François Hollande hier. Mais quel est l'intérêt d'aller provoquer, C'est de la com, c'est juste. Alors, dans cette histoire de la déclaration sur l'Ukraine, c'est effectivement qui m'a beaucoup troublé, comme elle a troublé les Français. Il y a deux niveaux, me semble-t-il. Il y a le fond. Faut-il être ferme face aux Russes ? C'est un vrai débat, et je crois que sur le fond, il a raison. La deuxième question, c'est la forme. Fallait-il le dire en sachant que le lendemain matin, les Français, les Allemands, les Hollandais, les Américains, les démentir. Donc on se demande s'il y a quelqu'un qui a réfléchi à l'Élysée avant de lancer ça. Mitterrand, il disait de Chirac, le problème, il a beaucoup de qualités, mais il agit et il réfléchit après. Là, ils ont agi, ils n'ont même pas réfléchi. Et alors, dernière chose, je vais revenir à la peste et sur l'extrême droite. Il y a aussi, moi, quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que, par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, mais vous allez prendre l'Argentine avec le président argentin, il est appelé le loco, le fou. Il se présente avec une tronçonneuse. Il a des idées complètement folles de dire on arrête l'éducation, on change notre monnaie, on prend le dollar, etc., etc. Et il va être élu. Et donc on a reçu ici avec Valérie Anne Toulouse qui a fait un livre sur Trump et qu'elle disait le problème, c'est pas forcément ces politiciens qui utilisent la peur et ces mécaniques-là, mais c'est ceux qui votent en fait. Sans le vote, ils n'existent pas. Mais parce qu'ils flattent aussi les ils ont raison finalement d'utiliser tout ça, le totalitarisme, puisque les gens votent. Moi, je crois en effet que comment dire, il y a quelque chose qui marche pas effectivement, parce que on raisonne aussi de manière émotionnelle, pardon. Voilà, il faut qu'on ait une opinion, qu'on dise oui, qu'on dise non, qu'on fonctionne de manière émotionnelle. Et que vous parlez d'extrême droite, c'est tous les extrémismes, tous les populismes qui vont aller vers la facilité. C'est pas une époque simple. C'est pas une époque simple. Et c'est ça la peste. Et c'est ça la peste. C'est ce que j'allais dire. Ça nous y ramène. Du clash, plutôt que la société du débat. C'est ce que dit une philosophe, c'est Marilyn Maezot, qui a fait une interprétation de Camus aujourd'hui. Cette société du clash, on se clash et on discute pas. C'est-à-dire l'humanité, c'est le débat, c'est la bonne dispute philosophique. C'est pas le clash. Il y a plus de débat. Aujourd'hui, la nuance, le débat, c'est aussi la nuance. Aujourd'hui, il y a plus vraiment Camus est l'homme de la nuance, en effet. Mais alors la réhabilitation entre guillemets de Camus, on a évoqué le combat effectivement Sartre-Camus, Sartre qui a gagné à l'époque entre guillemets le combat des idées, et aujourd'hui
effectivement, on reprend Camus, on le relit, et il est de plus en plus cité. Donc, comment vous expliquez ce revirement dans cette société, justement, qui a perdu un peu la nuance et la sagesse et l'humanisme? On a le sentiment que Camus est le frère des hommes. Il y a une fraternité. Il y a une fraternité qui pourrait être chrétienne d'ailleurs et qui est païenne, mais il y a une fraternité avec Camus qui est le frère des hommes dans ses écrits, dans ses pensées, dans ses romans, cette humanité profonde du fils de concierge, de femme de ménage d'Alger. C'est-à-dire que Sartre méprisé, que des intellectuels parisiens méprisés pour ces raisons-là aussi. Et puis, je crois que l'autre chose, c'est que dans le siècle, avec quelques-uns comme Romain Gary, Arthur Koestler, il a été le grand dénonciateur des fascismes, des fascismes et des communismes les plus criminels. Enfin, faut savoir qu'il y a dans les années 50, il était conspué par les gens chics du Café de Flore, Albert Camus, parce qu'on préférait en effet avoir tort avec Sartre, c'est la grande affaire, qu'avoir raison ou avec Camus ou avec Aron. Donc les soutiens des assassins étaient ceux qui n'aimaient pas Camus, et Camus s'est toujours levé contre eux. Lundi, on va recevoir Quentin Bataillon. Alors Quentin Bataillon, c'est un député qui préside la commission à l'Assemblée nationale sur la réattribution des fréquences de la TNT, et c'est lui qui a également mis sur la place publique, c'est un qui a mis sur la place publique le débat concernant les chroniqueurs et leur côté gauche ou droite, et qui doivent être comptabilisés. Vous avez vu c'est le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui demande à ce que l'Arcom prenne des décisions de manière à ce qu'on puisse déterminer qui est de droite, qui est de gauche, de marquer Vous avez pensé politiquement. quoi de ce débat ? Parce que moi, je me suis demandé si vous étiez de gauche ou de droite. Moi, je suis un homme libre. Oui. Vous avez participé à SOS Racisme, vous avez été aux côtés de François Mitterrand. Donc mais aux côtés de Sarkozy. Puis après, avec Sarkozy. Mais je ne sais pas si vous êtes de gauche ou de droite. Mais alors, oui, qu'est-ce qu'on fait avec vous, par exemple? L'Arcom nous demanderait de vous classer. C'est ça le problème. Je pense que l'Arcom a tardé à faire... si on veut faire expliquer aux auditeurs, sans prendre parti, l'Arcom aurait dû prendre des positions, semble-t-il, qu'il n'a pas prises pour juger le dossier CNews, quel que soit son jugement. Et le Conseil d'État, sentant que l'Arcom ne faisait pas ce travail, en tout cas c'est l'opinion du Conseil d'État, les a un peu sermonnés. Cela dit, moi qui suis journaliste, si on peut appliquer effectivement à tous les contenus le classement, comme vous dites, gauche, centre, etc. C'est vrai que il y a des matins où où j'ai des opinions de droite et on est dans la complexité. On n'est pas monolithique. Donc c'est dur pour le journalisme. Bon, alors par ailleurs, il est important aussi de rappeler l'importance du pluralisme dans les médias. Il y a des médias pluralistes, et ce qui est gênant, c'est qu'il n'y ait peut-être pas un CNews socialiste. On va vous répondre France Inter, on va vous répondre France Télévisions. On va vous répondre France Inter. Allez leur dire ça. Oui, c'est pas une question de leur... Ils sont plutôt... Non, mais gauche-droite plutôt que socialiste. Gauche-droite... Voilà, donc c'est pas très bon quand les pouvoirs... Donc vous voudriez un CNews France Insoumise? Non, mais je dirais... Vous me faites dire ça. Non, mais s'il y avait beaucoup plus de pluralisme, alors en effet, vous pouvez regarder les choses comme ça. Mais c'est quand même très dangereux de regarder de manière administrative, effectivement. Je sais pas comment ils vont analyser, moi, mon invitation, est-ce que je suis un peu de gauche, un peu de droite, etc. Mais ce qui est important aussi, moi j'ai travaillé justement dans ma jeunesse autour de Philippe Tesson, qui lui arrivait à créer des vrais, que CNews soit comme le quotidien de Paris de Philippe Tesson, pardon de parler d'eux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie polyphonie de gauche et de droite. Il y en avait une, on s'engueulait dans les couloirs. On s'engueulait au sens, pas de la peste, on était toujours au niveau de la qualité. Alors, peut-être que c'est vrai que moi j'aime bien Pascal Praud, c'est un type intelligent, c'est un bon écrivain, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est vrai que les 50 nuances de droite sur son plateau, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de pluralisme, quoi. Oui, mais il vous répond que la gauche ne veut pas venir. Il répond que la gauche ne veut pas venir. La présidente, celle qui représente pour les... La France Insoumise, non, les écolos. Les écologistes pour l'Europe. Des éditorialistes un peu plus variés. C'est vrai qu'il y a, ça fait entre la droite de Marion Maréchal Le Pen, la droite de Marine Le Pen, et le gauchiste, il est à la droite des Républicains. Si Eric Ciotti a le droit de venir sur un plateau de Pascal Praud, il est trop modéré. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de gauche. Il n'y a plus de gauche, il n'y a que l'extrême gauche.
Et il n'y a plus de droite, et il n'y a que l'extrême droite. Il n'y a plus de droite, il n'y a que l'extrême droite. Il y a deux gauches irréconciliables. Et là, Manuel Valls avait raison que poser la question. Moi, je me sens très éloigné de LFI, de tous ces gens qui rejoignent le populisme et l'antidémocratie. Et je rejoins absolument ce que disait Gabriel Attal hier dans l'Assemblée, où il était magnifique en disant que les fossoyeurs de la laïcité, c'est LFI. Donc, en revanche, la gauche social-démocrate, le centre-gauche, c'est un peu trop dilué dans le macronisme, a perdu sa voix. Moi, je regrette que des gens comme Manuel Valls soient trop isolés, parce qu'il avait, sur les gauches irréconciliables et sur la laïcité, les menaces à la laïcité, il avait eu raison avant tout le monde. Ouais. Mais effectivement, il est assez isolé. En tout cas, La Peste, c'est à ne pas manquer sur France Télévisions lundi prochain, les 2 derniers épisodes, et puis surtout le replay. Aujourd'hui, tout le monde a accès au replay. Regardez, parce que c'est remarquable. C'est vraiment une série remarquable, avec des comédiens qui incarnent à merveille ces différents justement courants. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très très prenant, et que ça fait réfléchir surtout. Ça fait beaucoup réfléchir, et relisez Camus. Merci beaucoup. Merci Georges-Marc Benamou d'avoir été avec nous ce matin, et nous on va continuer nos débats dans le pluralisme. Et demain on parlera dérive sectaire. Absolument. Merci beaucoup. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.